Bonjour à tous et bienvenue sur ce EasyDW podcast. On est en direct de l'événement organisé par le French Restream qui est Interglitch. Je suis bien sûr avec Mikoto Max. Hello. On a deux invités d'envergure aujourd'hui. Donc on a Marion qui est directrice adjointe de la communication de l'ICM. Tout à fait. Et on a Astrid Bonsoir. qui s'occupe plus de tout ce qui est partenariat et événementiel. Exactement. Aussi au niveau de la communication. Alors déjà, moi je suis arrivé à l'événement en tant que fan de gaming et il y a quelque chose qui m'a frappé. En général, quand il y a un événement, on dit oui, c'est dans un centre qui va être plus vraiment une grande salle avec beaucoup d'écrans. Mais là, on est dans le domaine plutôt scientifique, de la recherche aussi. Et il y a deux paramètres stratégiques que j'ai pu observer. Donc géographiquement, on est à Paris, mais surtout, on est dans un milieu qui est carrément porté sur le médical. On est dans le centre, la Pitié-Salpêtrière. Oui. Donc, est-ce qu'au-delà de cette stratégie, il y a d'autres éléments uniques et assez intéressants qu'on observe chez l'ICM et est-ce que vous pouvez nous en parler? Là, ici, en fait, on est à l'Institut du cerveau. Donc, c'est vraiment un centre de recherche en plein cœur du campus de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, donc Paris 13e. Un centre de recherche entièrement dédié aux recherches sur le cerveau, cerveau sain et pathologie du système nerveux. Voilà. Donc, c'est avant tout un lieu de recherche. Donc, la semaine, Oui. y a des chercheurs qui travaillent ici. Voilà, les gens travaillent donc dans les laboratoires aux étages. Donc, c'est tout à fait exceptionnel d'accueillir ici l'Interglitch. Alors, est-ce qu'ils sont tous en blouse blanche? Parce que moi, je m'imagine vraiment... Est-ce qu'on casse le mythe ou pas? Voilà, est-ce que vous voulez Astrid, casser le il va mythe falloir ou pas? qu'on casse le mythe, je pense. Il y a et il n'y a pas. Il y a pas. En fait, la blouse, c'est fait pour travailler à la paillasse, en fait, quand on fait des... Au laboratoire. Voilà, au laboratoire. Mais les chefs d'unité, les chefs d'équipe n'ont pas nécessairement besoin de porter la blouse, en tout cas pas systématiquement. Et ça fait 10 ans que l'Institut existe, si j'ai bien compris. Exactement. Et c'est quand même un institut qui est quand même d'envergure. Il y a plein d'éléments dedans. Donc, il n'y a pas que des chercheurs. Il y a aussi des startups qui se greffent. Il y a beaucoup d'innovation, de création sur les plusieurs aspects au final. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus, sur tout ce qui constitue l'originalité en tout cas et l'envergure de l'ICM? Oui, en fait, comme vous disiez Marion, on est certes situé au sein de la Pitié-Salpêtrière, mais ce qui est vraiment unique ici, c'est qu'on a un écosystème qui regroupe à la fois des chercheurs, des cliniciens, des start-upers, mais aussi des patients. Et donc, quand je disais start-upers, on a 3 pôles d'innovation où, en effet, on a des start-up qui se développent et qui ont pour vocation de créer des outils pour améliorer le quotidien de nos patients, mais aussi des outils qui permettent d'avancer sur les diagnostics, par exemple, pour les neurologues et pour suivre leurs patients. Donc, c'est vraiment assez unique en son sens et c'est sur divers univers, divers domaines. Et l'avantage, c'est que ici, comme tout se fait sur un bâtiment, on décloisonne la recherche, on suscite les vocations, les vocations surtout à devenir entrepreneur aussi, et c'est ça que je voulais dire, parce que par exemple, vous avez des chercheurs qui, au travers de leur collaboration avec des startups, vont avoir des idées sur leur propre recherche et vont devenir des entrepreneurs. D'accord. Et ce fonctionnement-là, c'est assez innovant, mais ça fait qui est à l'initiative de ce projet? Parce que c'est quelque chose, je pense, qui était super demandé et qui est intéressant d'avoir en France. C'est peut-être même une première, voire en Europe, une première ou quelque chose d'aussi important. Je ne sais pas s'il y en a encore des centres comme ça en Europe. Alors ça, je ne peux pas vous répondre, mais en tout cas, ce qui est assez unique en son sens, c'est qu'un jour, vous avez plusieurs praticiens qui se sont dit, mais comment on peut faire pour accélérer la recherche, surtout sur les pathologies du système nerveux, parce qu'avec le vieillissement de la population, on se rend compte que ce sont des pathologies qui vont vraiment se développer, qui vont faire qu'on va vieillir moins bien, et c'est vraiment dommage. Et donc, ils se sont dit, mais comment on peut faire? Et fort de leur expérience au sein de la Pitié-Salpêtrière, mais issus d'horizons divers, ils se sont dit autant être au sein de la Pitié-Salpêtrière où vous avez un pôle de neurologie qui est vraiment unique parce que c'est historique et donc le projet est né comme ça autour d'une discussion à table et puis après ils se sont réunis, ils ont fait appel à leur réseau et puis est né le projet de l'Institut du cerveau. Et aujourd'hui, comment il vit? Grâce peut-être à un financement de l'État, à un mécénat, aux dons. Qu'est-ce qui permet à l'Institut de survivre aujourd'hui?
Alors, la particularité de l'Institut, c'est aussi que c'est une structure à la fois publique et à la fois privée. Alors, vous allez me dire comment c'est possible. Oui. En fait, les fondateurs avaient souhaité, dès le départ, cette structure un petit peu particulière. Une structure donc publique avec donc des partenaires publics qui sont l'INSERM, donc, le CNRS, Sorbonne Université et la PHP, donc voilà les hôpitaux de Paris. Et puis à côté de ça, une fondation. Et l'association est tout à fait unique. Et donc on a des fonds évidemment du public, mais aussi du privé. Et le privé, c'est quoi? Eh bien, c'est effectivement la collecte de dons. Donc, on fait appel à la générosité du public, on fait du mécénat auprès des entreprises. Et puis, c'est toute la valorisation de notre recherche aussi. Voilà. Exact, parce que de ce que j'ai vu, en tout cas, comme on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'éléments qui composent l'ICM, il y a beaucoup d'actions qui sont menées et c'est bien d'avoir beaucoup de structures qui puissent l'entretenir parce que ce sont des dépenses colossales, des besoins en tout cas en budget. Et vous, au niveau de la communication, quels sont les events que vous faites pour promouvoir un peu les activités de l'ICM? Alors, les événements, ils sont divers. Il y a des événements sur lesquels nous souhaitons nous engager. Par exemple, je pourrais citer la course des héros, qui est une course qui est particulière, puisqu'elle en fait, elle regroupe des centaines d'associations pour lesquelles les gens vont décider de courir. Et nous, vraiment, pour nous, c'est passionnant d'en faire partie. Donc ça, c'est nous qui sommes à l'initiative. Mais il y a aussi des événements pour lesquels on vient nous voir. Comme par exemple Interglitch. Voilà. Et puis il y a des événements aussi que nous souhaitons organiser auprès de notre grand public, comme par exemple les Open Brain Bar. Donc là, on choisit une thématique que nous, sur lesquelles nous, on a des chercheurs qui avancent au quotidien, et on décide de se retrouver dans un lieu où le public peut venir, et puis on échange comme ça pendant 1 heure et quart pour leur expliquer les recherches en cours et puis répondre à leurs questions, bien évidemment. C'est des sortes de mises à jour par rapport à l'évolution de tous les projets, un peu une fenêtre ouverte sur ce qui se passe en interne, et j'espère aussi qu'il y a ce processus de vulgarisation, parce que j'ai cru entendre parler de chaînes YouTube pour montrer un peu les ateliers, les présentations, et peut-être expliquer les choses pour le commun des mortels, en guillemets. J'ai une question par rapport à ça, justement, par rapport à la vulgarisation. Comment vous travaillez cet aspect pour permettre justement au public de comprendre ce que vous faites au quotidien? Alors, effectivement, on y travaille et on a à cœur d'y travailler parce que la vulgarisation de la science et de la recherche, c'est ce qui va finalement permettre de donner la connaissance et de faire des citoyens éclairés sur les questions scientifiques. Et aujourd'hui, la science, c'est vraiment un bien commun qu'il faut intégrer dans sa culture pour bien comprendre le monde qui nous entoure. On l'a vu effectivement avec l'épidémie de Covid, c'est important quand même de savoir de quoi on parle et voilà. Et savoir qui écouter également. De savoir qui écouter, mais effectivement, au-delà de ça, comprendre que la science fait aujourd'hui partie de notre quotidien. Donc, on a à cœur, effectivement, de rendre cette science accessible et on met en place plein de dispositifs, en fait, pour finalement mettre en direct les chercheurs et le public. Donc, Astrid vous parlait des Open Brain Bar. De manière générale, on a effectivement... On retransmet sur notre chaîne YouTube l'ensemble de nos événements, de nos conférences qui sont faites pour être comprises par le grand public. Et ce qui est important aussi, c'est que nos chercheurs ont tout à fait intégré cette dimension et cette nécessité, et donc ils sont heureux de pouvoir simplifier, expliquer leurs recherches pour les rendre accessibles à tout un chacun. Déjà, c'est quelque chose que j'apprécie quand j'arrive là, à cet événement, parce que en général, moi, ma perception personnelle, c'est que je me disais, la science reste dans son côté snob ou de côté, qui parlent entre eux, on ne comprend pas trop. Et là, vous avez, entre guillemets, permis de briser ces frontières-là et d'établir un contact avec le grand public, notamment jusqu'aux jeux vidéo. Comment s'est passé ce partenariat et comment il se déroule, comment vous le vivez aujourd'hui, notamment durant ce week-end? Il se déroule bien, j'ai l'impression. Oui, non, c'est vrai que c'est un projet qui est vraiment très particulier et qui est, je dirais même, humain. Donc, comme on s'en parlait tout à l'heure, l'association Le French Restream est venue nous voir en nous disant, voilà, on a envie d'œuvrer pour vous au travers d'un événement
événement qui s'appelle Bourg la Run. Et est-ce que vous voulez nous accompagner ? Et bien évidemment, on a trouvé que le projet était passionnant et on s'est engagé. Et quand je dis accompagner, c'est vraiment essayer d'être avec eux pour justement trouver des chercheurs qui veulent bien intervenir et expliquer ce qu'on fait, parce que c'est bien de donner, mais on donne pourquoi. Et nous, vraiment, notre travail, c'était de vulgariser l'information. Et puis, donc, on a fait une édition, c'était en 2019. On a eu la chance d'avoir 30 000 €. Donc, c'est un chiffre énorme. Et c'était un moment intense et vraiment agréable, parce que ce sont des gens vraiment super sympas et c'est bien de le partager ensemble en fait. Et puis 2020, voilà. Et puis 2021, ils sont revenus nous voir en nous disant on voudrait toujours collecter pour vous. Est-ce que vous êtes partant ? Ah bien sûr. Ça s'était tellement bien passé. Et puis voilà, il y avait un vrai partage, un vrai échange. Et puis voilà, vous parliez du jeu, parce que nous, à l'Institut, on développe au travers justement des startups, on développe des initiatives et des applications en ce sens-là. Donc on avait vraiment intérêt à partager l'information au travers de ces gamers, pour qu'ils sachent aussi que dans le domaine de la santé, de l'innovation, de la recherche, il se passe des choses aussi pour lesquels ils pourraient être intéressés pour même plus tard dans leur métier. Est-ce que vous avez observé justement ces vases communicants, que ce soit entre l'événement en soi et après des personnes qui transitent d'un côté comme de l'autre? Par exemple, il va y avoir des gens de l'ICM, ou peut-être vous, qui vous mettez plus aux jeux vidéo, ou en tout cas qui l'utilisent dans le système applicatif pour pouvoir avoir un aspect thérapeutique, ou d'autres personnes justement du jeu vidéo qui ont manifesté un intérêt en tout cas plus poussé au-delà de l'événement et des ateliers, pour la recherche, des choses comme ça, des vases communicants entre les deux. C'est difficile de vous répondre, mais ce que je sais, c'est que y a des personnes qui ont été intéressées pour, je parle en 2019, pour tester justement des jeux vidéothérapeutiques via la startup Genius Healthcare. Et je pense qu'il y a eu des connexions qui ont eu lieu. Après, vous dire si ça a donné quelque chose, je ne sais pas, mais voilà, il y a eu un intérêt, il y a eu des échanges poussés. Là, par exemple, hier soir, on a un chercheur, Fabrizio, qui travaille sur l'interface cerveau-machine, qui est intervenu. Son équipe, l'équipe Aramis, est venue là aujourd'hui pour montrer comment, avec la pensée, on peut faire bouger au travers de tout un système qu'ils ont développé de connectique, une main robotique, et qui pourrait être incroyable pour des gens qui sont handicapés. Forcément, il y a des intérêts, jeux vidéo, connectique, voilà. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Et donc, je pense que l'intérêt, il est vraiment là, vraiment. Et vous, personnellement, grâce à le French Restream, est-ce que ça vous a donné envie de jouer à des jeux? Eh bien, comment vous dire Vous pouvez dire non, ça ne m'attire pas. Non, moi, je trouve ça très sympa, mais c'est vrai que je pense très honnêtement, j'ai pas la fibre. Par contre, quand je vois Mario Bros en grand écran, je trouve ça génial. Vous préférez donc regarder que jouer? Je pense. D'accord. Et du coup, vous êtes allé vers le grand public au niveau de l'activité, avec du genre, en tout cas avec le jeu vidéo. Est-ce qu'il y a aussi des projets d'aller vers le grand public au niveau géographique, notamment sortir de Paris? Ah, mais pourquoi pas? Non, c'est sûr, il faut que, comme pour les Open Brain Bar que l'on organise pour l'instant à Paris, c'est sûr qu'aller en province, pour nous, c'est une véritable opportunité de dire qui l'on est et ce que l'on fait. C'est vrai qu'au travers on a la chance d'avoir aussi pas mal d'associations qui se mobilisent pour nous, et ça se passe en province et on les remercie. Il y a des courses, il y a des événements très particuliers en termes de caritatif, et du coup c'est comme ça qu'on se fait connaître aussi, et ce serait bien qu'on puisse aller les voir. D'accord, ça c'est excellent. En tout cas, je vous remercie. Et ce que j'apprécie en tout cas dans vos réponses, c'est qu'on sent la passion, parce que au final, vous découvrez beaucoup de choses qui font peut-être même pas inhérentes à ce que vous pensiez à la base, parce qu'on rentre vers une discipline, on sort par une autre, et ça impacte tellement le quotidien, parce que le cerveau régit un peu tout le corps, et plus ça régit le corps, plus ça régit la société au final. Donc les recherches, les avancées que vous allez faire vont aider peut-être thérapeutiquement, mais même sur les comportements du quotidien. C'est un joli lien que vous faites. Oui. Et donc, je sens l'aventure que vous vivez actuellement, qui est une aventure humaine, comme vous le disiez si bien. Et moi, j'apprécie le fait que vous puissiez diffuser ça au plus grand public, que ce soit par rapport à la catégorie, le jeu vidéo, ou à la géographie, avec la province, en dehors de Paris. Donc, moi, je vous remercie en tout cas d'avoir échangé ces mots avec nous. Et j'espère que ce partenariat ne va pas s'arrêter à ce week-end, il va aller encore plus loin, que ce soit dans le temps ou géographiquement. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà. Donc, c'était Izu DW en direct de l'événement organisé par le French Restream dans les locaux de l'ICM. Donc, c'est Interglitch. J'étais avec Mikoto et Marion. Et
Astrid. Merci en tout cas et je vous souhaite à tous une bonne journée.